incarné par un principe, développé par un dispositif qui serait en relation justement avec cette attente, ce serait justement de définir un dispositif de lutte contre ce qu'on appelle les conflits d'intérêts. Voilà une originalité. Même la France est en retard en la matière. La preuve, c'est que les anglo-saxons ont une tradition en la matière, les pays scandinaves également. La France est en retard. Le chef de l'État a demandé un rapport qui a été remis par le vice-président du Conseil d'État. Et donc l'exécutif va tenter de se plier à ce type de principe. La Tunisie devrait absolument s'inscrire dans ce mouvement-là, c'est-à-dire un dispositif de lutte contre les conflits d'intérêts. Ça répondrait à la lutte contre la corruption et à la lutte contre tout ce qui est ce qu'on appelle en Alors Tunisie, vous pensez vraiment que les Tunisiens, quand ils vont voter là, pour cette assemblée constituante, pour la rédaction de constitution, la priorité sera la question de la corruption et les conflits d'intérêts? Vous pensez qu'ils sont dans cette perspective-là? Non, je vous ai répondu à la question, d'après moi, quelle était la réaction? Je vous demande quelles seraient les dispositions les plus importantes, donc dites conflits d'intérêts et corruption. Donc, ça répondrait à la révolution, mais la dimension économique et sociale est prioritaire. La dimension économique et sociale est prioritaire. Alors justement, la citoyenneté qui a été bafouée pendant des années. Tout à fait, c'est un problème fondamental. Oui. Le problème de la justice, c'est fondamental également. Les gens, c'est-à-dire que lorsque Mohamed Bouzizi s'est immolé par le feu, c'est quelqu'un qui avait quand même un petit diplôme, qui était au chômage et que il avait subi en quelque sorte donc une répression disproportionnée de la part des forces de l'ordre. Oui. Ceci étant, c'est-à-dire que les Tunisiens en général, ils attendent de l'emploi quand vous parlez avec eux et que vous leur dites classer les priorités, les questions auxquelles vous attachez de l'importance, ils parlent de ça. Certes, la corruption y figure, mais surtout, le travail et la dignité. C'est-à-dire, quand on parle de la révolution tunisienne, on dit c'est la révolution de la dignité. Ceci étant, je voudrais rebondir sur un problème accessoire. Certes, moi, je suis... On voudrait rester sur les problèmes fondamentaux. Oui, non, mais par rapport à la question que vous avez posée, pourquoi et pour quel objectif les Tunisiens se sont révoltés. Et mon voisin Balir, il vous a dit non, c'est pas pour ça que les Tunisiens se sont révoltés par rapport à ce qui s'est dit concernant la laïcité. C'est ça. Donc on va revenir sur la laïcité. D'accord, on reviendra sur ça. Adnan Benoucef. Les Tunisiens se sont révoltés, certes, parce qu'il y avait un système corrompu, mais la corruption était une suite à un certain nombre de manquements de citoyenneté. C'est-à-dire l'incapacité aux Tunisiens de répondre, de demander, de revendiquer ses propres droits, les droits de ses enfants, les droits de sa famille, de ses proches. C'est ça qui a fait que le système a défailli. Je pense que le cœur de la réponse, c'est la construction d'une citoyenneté tunisienne pleine, pas comme celle qui a été définie par un président français qui disait « Vos droits tunisiens se résument à manger, à être en bonne santé et à dormir ». Non, les Tunisiens se sont révoltés pour avoir le droit de s'exprimer, pour avoir le droit de se battre pour leurs droits. Et ça, c'est fondamental aujourd'hui en Tunisie. C'est-à-dire, le manque d'espoir que la société suscitait, ce n'était pas le manque parce qu'ils ne voyaient pas un avenir, c'était déjà le manque de savoir qu'ils ne pouvaient même pas se battre pour leurs revendications, pour leurs droits. Et déjà, on est enclenché et je pense que par là, on va avoir une réponse sur la corruption. C'est clair aujourd'hui qu'on est face à un citoyen, nous politiques, et nous aussi citoyens, on est face à un citoyen tunisien nouveau qui revendique, qui se bat, qui parle, qui s'exprime et qui défend ce dont il a besoin. Expliquez-moi, Rania Majdoub, après cette révolution, cet espoir, cet élan tunisien, pourquoi des milliers de jeunes continuent à vouloir fuir la Tunisie ? Je pense que parce qu'ils n'ont pas trouvé des réponses concrètes et réelles aux attentes qu'ils ont. Et je pense on a parlé de la question du temps, c'est difficile quand même que très rapidement... Oui, mais c'est des gens qui le vivent dans le quotidien. C'est une misère quotidienne. Ok, il te dit, on a fait la révolution, mais aujourd'hui, par exemple, moi j'ai travaillé un peu avec les migrants de Lampedusa. Je sais que les essentielles raisons, c'est que, par exemple, il y en a beaucoup qui travaillaient dans le commerce transfrontalier avec la Libye et que, à un moment donné, ils n'avaient plus de quoi nourrir leur famille parce qu'on sait ce qui se passe en Libye. Beaucoup travaillaient dans le tourisme de la région de Jersey et donc ces gens-là,
Ils ont fait la révolution, ils ont participé à la révolution, mais concrètement, le lendemain de la révolution, ils étaient chômeurs, ils n'arrivaient plus à subsister à leurs besoins. Je refuse qu'on les appelle de déserteurs, parce que je suis en train de... Sur la citoyenneté, si vous permettez juste un petit mot sur la citoyenneté. C'est-à-dire, effectivement, la question de la citoyenneté se pose, étant donné que l'ancien régime avait écrasé les Tunisiens et les avait privés de la moindre liberté. Nous, on considère que la démocratie participative qu'on a abordée tout à l'heure, à savoir concrétiser une décentralisation et octroyer les moyens suffisants au niveau des régions et au niveau des communes pour qu'ils puissent se prendre en charge, ça c'est extrêmement important. Nous, on y ajoute quelque chose d'autre, c'est les référendums d'initiative populaire à l'échelle locale d'une part et à l'échelle régionale. Bien évidemment, à l'échelle nationale, on a aussi cette technique qui permet à la population et au peuple de s'exprimer. Mais l'État doit... Nous, on vit en Tunisie une démission, et on a hérité de l'ancien régime une démission de l'État et une privatisation de pratiquement tous les secteurs et toutes les entreprises qui marchaient en Tunisie, on les avait pour un dinar symbolique cédés au profit des proches de Ben Ali. Donc l'État a un rôle extrêmement important à jouer dans ce domaine, à savoir insuffler une politique régionale basée sur la démocratie, basée sur une répartition équitable des richesses de la nation. Il y a la question que vous avez abordée tout à l'heure, sur laquelle nous allons revenir, sur ce clivage, le fait que les Tunisiens aujourd'hui cherchent des repères, y compris politiques. Ces repères, du point de vue de l'autre côté de la Méditerranée, en France, on parle beaucoup de laïcité, on parle du droit des femmes, et certains ont l'impression que ces droits vont plutôt régresser, parce que justement, la pléthore de partis politiques dont on a parlé n'arrive pas à donner une ligne, en tout cas claire, ou des lignes claires pour les Tunisiens. On va voir un extrait du film dont on a parlé tout à l'heure, Laïcité, Inch'Allah, et revenir sur ces questions de droits des femmes et de laïcité. Regardez. Je veux qu'on revienne à des choses terre à terre. La religion, est-ce que nous voulons qu'elle gère nos vies ou est-ce que nous voulons que nous soyons libres? Islamistes. Une fois de plus, je veux filmer ma société. Filmer la résistance invisible de ceux qui, comme moi, tentent de vivre en dehors d'une religion imposée. Le peuple, déjà, il est contre un gouvernement islamiste, mais pas musulman. On est musulmans. Mais qu'est-ce qu'on fait de ceux qui sont athées? Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui sont chrétiens? الدين يفسد السياسه والسياسه تفسد الدين. كونتراست معناها ما بين العباد، فما اللي يصلي على روحه يصلي تلقى شويه مع بعض كما تلقى قوي مع عباد زاده. الدستور الاول القانون الاول الدستور شو يقول؟ اللغه العربيه دين الاسلام. الدين نتاعها الاسلام، اما ما قالش انت بالسيف تطبع الدين. عليها تونس. Il me semble que l'enjeu majeur des élections va être quel projet de société nous avons pour la Tunisie. Nous voulons une société où la religion sera séparée de l'État. Quel projet de société pour la Tunisie? Et ce regard que vous connaissez bien, puisque vous vivez en France, Belir Nabli, des craintes par rapport à cette laïcité, que la Tunisie constitue une exception dans le cadre du monde arabe, laïcité, droits des femmes, avancée sociale, et paradoxalement, il y a eu cette révolution, il y a eu ces espoirs, mais aussi la crainte que ces avancées ne puissent pas aboutir. Attention, lorsque vous parlez de l'exception tunisienne en la matière, la constitution tunisienne ne consacre pas le principe de laïcité. Tout à fait. L'exception, elle est plus du côté de la reconnaissance d'une série de droits en faveur des femmes, et donc par rapport à leur statut. Il y a une constitution qui devrait être rédigée. Est-ce que cette partie-là, sur la laïcité, peut être changée? Est-ce que c'est le souhait des Tunisiens, ou est-ce que la religion aura toujours une place importante dans la constitution à venir? Le problème, c'est la distinction et les rapports entre constitution politique et État.
Je veux dire par là que la question de la religion et la place de la religion dans l'État et dans la société est une question politique. Forcément, au sein d'une assemblée constituante, c'est une question qui va donc se poser, puisqu'il s'agit de définir un contrat social et un projet de société. Une fois qu'on est d'accord sur l'ordre du jour, c'est-à-dire le fait qu'on puisse en discuter, il faut aussi distinguer le fait et les rapports entre religion et société, c'est-à-dire les droits de l'individu, et les rapports entre la religion et l'État. Ce n'est pas la même chose. Oui, mais en même temps, on ne part pas de nulle part, Bélir Nabli. Il y a une constitution qui a été déjà écrite. Tout à fait. Et on prend comme fondement de la réflexion les modifications de cette constitution. Surtout par rapport à l'article 1er. Il n'y a pas eu de modification. Non, la nouvelle constitution, Oui. qui devrait être rédigée, Oui. elle part, la nouvelle rédaction se fait à partir de l'ancienne constitution aussi. Et si, sur la question de la religion, par exemple, l'article... Donc moi, je voudrais Hossein juste dire Bardi. un mot par rapport à ça. Effectivement, on traîne et on traînera la précédente constitution tunisienne et surtout Il y a des articles de la précédente constitution qui vont être préservés. Non, mais juste sur ce point, parce qu'il ne semblait pas être d'accord. Ce n'est pas qu'ils sont préservés ou pas, mais en tout cas, c'est le spectre de Bourguiba et des équilibres qui ont pu être obtenus dans le cadre de l'ancienne constituante et qui ont été respectés durant plus de 50 ans, qui continuent à peser aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous allez en Tunisie, quand vous discutez avec les partis politiques ou les acteurs en général en Tunisie, la première question quasiment qu'on vous pose, quelle est votre position par rapport à l'article 1er? Et cet article, alors vous allez rappeler son contenu. Vous allez rappeler son contenu. Et ce fameux article 1er, il rappelle que la Tunisie est un pays, je n'ai pas le texte, mais il fait référence arabe dans la langue arabe. Ça, c'est après la langue arabe. Oui, mais il fait référence à la religion. À la religion, Dans la religion à la religion dans son rapport avec l'État. Oui. La religion, c'est-à-dire que la religion est, voilà, c'est-à-dire en rapport avec l'État tunisien. Oui. Et c'est là, en fait, c'est une rédaction astucieuse qui ne ramène pas la religion en tant que culte du peuple. C'est l'État qui prend en charge. Oui, mais et la religion est Balir présente dit, dans la Constitution. Absolument, Et elle est présente. il se peut qu'elle demeure dans la nouvelle Constitution. Tout à fait. Et le problème, juste un petit mot là-dessus. Un dernier alors. C'est un dernier. Oui. C'est-à-dire que cet article 1er, qui est la boîte de Pandore dans le cas de la Tunisie, il faut l'appréhender avec précaution. Pourquoi? Quand on voit, par exemple, là, on va revenir en France, c'est-à-dire le concordat qu'avait réalisé Napoléon avec l'Église à l'époque, et puis la loi de 1905 par la suite qui a consacré la séparation des églises et de l'État. Vous savez que pour aboutir à cette séparation qui est venue d'en haut par décision du politique, on a parcouru presque 2 siècles en France. Donc ça va être compliqué. C'est ce que ça vous va voulez être dire, extrêmement compliqué. Adnan Ben Youssef. Pour moi, il ne faut pas faire une analogie entre le cas français et le cas tunisien, au moins. Je n'ai pas fait d'analogie. Attendez. Je n'ai pas fait d'analogie. Attendez, laissez-le terminer, s'il vous plaît. Tu as parlé, tu as ouvert la discussion sur la loi. Non, d'ailleurs, c'est moi qui pose la question. De la loi en France. Je dis, l'islam, au fond, il n'y a pas un clergé. Donc, au fond, il n'y a pas une séparation à avoir entre l'Église et l'État. Adnan Ben Youssef, on vient de voir un extrait où certains Tunisiens semblent craindre un retour à un certain conservatisme qui aurait pour fondement la religion. C'est un autre problème. C'est un autre problème. Mais cette crainte est aussi liée à la nouvelle Constitution. C'est un autre problème qu'il faut le comprendre et qu'il faut l'analyser. Aujourd'hui, depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de mouvement islamiste qui se revendique d'une idéologie liée à l'islam qui a existé ou qui s'est développée. Donc on voit émerger un certain nombre de conflits. Il y a des partis islamistes quand même. Oui. Bah alors. En Tunisie, il n'y a pas eu. C'est-à-dire qu'ils étaient. Mais là, en ce moment, il y a. Oui. Donc c'est une somme de débats, sociétaux qui émergent aujourd'hui parce qu'on a la possibilité d'en débattre et de créer, de mettre en sorte. Alors c'est quoi que vous dites? La crainte est infondée ou il y aura un article citant la religion? Pour moi, il y a une chose qui est très importante, c'est l'égalité des droits. D'une certaine manière, pour les Tunisiens, l'égalité des droits face à la loi est un levier et quelque chose qui va permettre... pas parler de laïcité. Deuxième chose, et je pense que l'attachement des Tunisiens vient surtout à leur identité arabo-musulmane qui doit se traduire dans la Constitution. Alors qu'une identité soit déclarée, définie par un certain nombre d'ensembles pour dire c'est un pays dans lequel il y a une majorité de musulmans, c'est un pays musulman, donc là, il n'y a etc. pas de changement par rapport à l'ancienne Constitution, on est d'accord? Par rapport à l'ancienne Constitution, il peut y avoir pas de changement parce que ça définit l'identité, mais en même temps, c'est l'identification des droits égaux
qui, elle, donne la citoyenneté à tous, peu importe l'appartenance religieuse. Il ne faut pas que quand je ne sois pas musulman, je ne sois pas citoyen de ce pays-là. C'est ça le frein, c'est ça la vérité. Rania Majdoub. En fait, de notre projet, ce qui nous unit, tant que Tunisiens, dans le projet d'Ostourna, c'est la citoyenneté. C'est ce qui unit les Tunisiennes et les Tunisiens. Mais après, parler aujourd'hui d'un article 1, d'une constitution qui a disparu, puisque le peuple a revendiqué à la Qasba 2 une assemblée constituante, à la place du gouvernement, je parle, une assemblée constituante et une nouvelle constitution. Donc on parle d'un fantôme. Justement, puisque on parle de vos idées sur je tiens quand même à revenir. Attendez, une seconde. On ne parle pas de fantôme, on parle de vos idées sur la nouvelle constitution. Et ma question est très précise sur la question de la religion. On a vu un extrait, et il sert de fil conducteur au débat, où des Tunisiens semblent dire qu'il risque d'y avoir un retour à un certain conservatisme fondé sur un retour du religieux. Je veux savoir votre avis, connaître votre avis sur ce retour à un certain conservatisme et est-ce qu'il peut se manifester à l'occasion de la rédaction de la nouvelle constitution ? Je pense que les Tunisiens ne se sont pas encore prononcés. Oui. On voit un retour. Moi, je pense que l'islamisme, sur les derniers 10 ans, Ben Ali, il a éradiqué l'islam politique, mais il a encouragé en quelque sorte l'islam sociétal. Les repères ne sont pas les mêmes entre l'islam de Dubaï et les salafistes, parce qu'il y en a de tout en Tunisie. Et non, il y en a de tout, parce qu'il y a des repères quand même. On n'a pas nos propres repères, parce que le mouvement islamiste, il est récent par rapport, par exemple, au mouvement. Mais est-ce qu'il y a un risque de retour ou non? Ou est-ce que la révolution a éradiqué ce retour à un conservatisme? Il y a un retour, mais on ne peut pas dire ou se prononcer sur son ampleur. Son ampleur. Voilà. Il y a une peur. Il y a une peur qui peut s'exprimer par le fait qu'on suspecterait le mouvement islamiste de vouloir remettre en question le mode même sociétal tunisien, basé sur la tolérance, l'acceptation, un certain nombre d'acquis. Ça constituerait une régression par rapport à l'état d'avant. Qui définit l'identité même du Tunisien. Et ça, à mon avis, moi, en tout cas, en tant que membre du Parti démocrate progressiste, et je pense aussi un certain nombre de mouvements, y compris dans le mouvement islamiste, on veut défendre le mode sociétal tunisien qui est le fruit quand même de réformes qui datent de Khaireddin Becha jusqu'à aujourd'hui. On n'est pas d'accord. Un instant. Sauf que justement, en tant que démocrate, la première des définitions de la démocratie, c'est quand même la volonté de la majorité, dans un premier temps en tous les cas, et dans un second temps, le respect des minorités. Donc attention. Non, ça doit aller de pair. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un premier temps et un second temps. Parce que ceux qui exercent le pouvoir, c'est les majoritaires. Et une fois qu'ils ont accédé au pouvoir, ils doivent respecter les minorités. D'où l'articulation de premier temps, deuxième temps. Ceci dit, je voudrais quand même qu'on parte de cette réalité. Si on veut la démocratie, il faut accepter le fait que l'Assemblée constituante va exprimer une volonté qui sera la volonté d'une majorité. Donc après, derrière les Tunisiens, moi je ne sais pas qui sera ce on et qui va être ce peuple tunisien. Il semble quand même qu'on ait précisé dans cette émission que par rapport à ce nombre important de partis politiques, il y a des tendances qui se dégagent, une tendance qui serait plutôt conservatrice avec un retour prononcé de la religion, avec le parti Nada qui est assez présent sur le terrain depuis un certain nombre d'années, et puis une vision un peu plus progressiste. Il semble que c'est ça qui se dégage. Donc, oui, mais qu'elle se dégage, je veux dire, après, d'un point de vue démocratique, je ne veux pas tomber dans les d'autres quand on attend les urnes, finalement, c'est pas sûr. Donc, comme ça, vous avez bien répondu à la question. Voilà, surtout, avant de dire conservateur ou progressiste, je dis d'abord, voilà, c'est le produit d'un processus démocratique. Après, on pourra en discuter, mais si on a un a priori dès le départ pour dire, oui, alors la démocratie, c'est bon lorsque l'opinion majoritaire qui se dégage est celle qui correspond à ma volonté personnelle, là, c'est plus la démocratie. On a dépassé ce cas-là en Tunisie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de partis, clairement, ils ne veulent plus d'exclusion, ils veulent se débattre, ils veulent mener un conflit d'idées avec des adversaires politiques qui sont acceptés et admis dans le... Le problème ce qui en Tunisie... sortira, une grande partie, je pense, oui, mais même vous les plus... la démarche du film est vraiment dans une... C'est pas vraiment... C'est plutôt unilatéral, c'est la mise à l'index, c'est plutôt une démarche pas du tout consensuelle. C'est un point de vue d'une réalisatrice. C'est un point de vue.
C'est un C'est point un de vue d'une ensemble de réalisation. points de vue. La Ça manière reste dont un ce point de vue a été Non, reçu mais en France, vous comprendrez, Bélir, signifie bien- Nabli, qu'il est facile de dire, oui, vous savez, on attend le résultat des urnes et la majorité va l'emporter. Hein. C'est pas très profond. Alors, Houssine Bardi. La démocratie, Oui. et c'est ça le problème fondamental qui nous sépare avec un certain nombre de partis politiques, nous au sein du Parti de travail tunisien, y compris avec Ennahda. C'est que un certain nombre de partis politiques considèrent que la démocratie est réductible, se réduit à l'élection. Oui. Pluriel, démocratique, machin, etc. Non. Nous, on dit que la démocratie, c'est des traditions. La démocratie, c'est une pratique. La démocratie, c'est le respect de l'autre. La démocratie, c'est tout un ensemble Oui, mais de droits. beaucoup de personnes disent que c'est un long processus, donc c'est pas la peine de l'appliquer tout de suite. Oui, non, comme non, c'est pas un du long tout. processus, il faut Non, prendre le temps. On commence Ouais. par l'appliquer par soi et sur soi, et on ne le réduit pas uniquement aux élections. Parce que si c'est comme ça, les élections, Hitler, lui, il a été élu, il s'est fait élire. Hein, et pas mal d'autres dictateurs, hein, ils peuvent vous dire, moi je suis élu. Donc, qu'ils soient brun, rouge, ou, donc ils peuvent évoquer les élections en tant que mode de légitimation de leur dictature et de leur despotisme. En C'est Tunisie, possible ça en Tunisie? ah bah C'est écoutez, possible en Tunisie, écoutez, Quel parti? écoutez, en Tunisie, ce dont je suis certain, c'est qu'on ne peut pas revenir vers la dictature. Ça, de toute manière, quelle que soit la couleur du parti politique ou de l'alliance politique qui sera majoritaire au sein de l'Assemblée nationale constituante, elle ne pourra pas revenir en arrière vers la dictature. Les Tunisiens, ils ont goûté, excusez-moi du terme, à la liberté et à la Donc, quel que soit démocratie. le parti, y compris un parti conservateur Oui, religieux, ne simplement, pourra pas revenir à la tout à dictature. fait. Juste un mot par rapport à la. Juste un mot parce que on a évoqué, c'est-à-dire le problème de l'islamisme. Moi, je voudrais rappeler quelque chose. Et ça, c'est en rapport avec cette démocratie et ces droits de l'homme. C'est-à-dire quand on voit le mouvement d'attendos islamique, c'est-à-dire le mouvement Ennahda, en 81, lorsqu'il a été créé, l'acte fondateur, vous ne trouverez pas une seule fois le mot démocratie, vous ne trouverez pas une seule fois le mot droit de l'homme. Et moi, je dis que le découplage entre le politique et le religieux, ça préserve la sacralité du religieux d'une part, et puis d'autre part, le champ politique, il est par définition antagonique, on ne va pas ramener, parce que sinon, on n'a plus l'égalité des armes. Quelqu'un qui vient et qui vous dit, moi je parle au nom de Dieu. Attendez. Oui, je parle au nom de Dieu. Attendez, Adnan Benoucef. Qu'est-ce qu'on fait? Adnan Benoucef. La question, elle y est parce qu'elle n'a pas été débattue. Je pense que même le mouvement islamiste lui-même est traversé par ce débat-là.